Alors, je pense qu'effectivement, notre intérêt sur le sujet est qu'on peut être amené à en pratiquer assez régulièrement et en même temps, on n'est jamais très à l'aise sur le sujet parce que ce qu'on peut lire à droite et à gauche peut paraître parfois un petit peu confus. Donc, on va essayer de reprendre étape par étape la dissolution, sachant qu'on sera assez facilement peut-être interrogé sur le fait de dissoudre les SCI, notamment lorsqu'on a vendu le dernier actif social ou le seul immeuble actif social. Et c'est peut-être également à nous, dans le prolongement de la vente de l'immeuble actif social, et peut-être à nous de proposer à nos clients de dissoudre leur SCI plutôt que de laisser la main à nos amis experts comptables. Voilà. Alors, quels vont être les... les causes de la dissolution. Alors, les différentes causes de dissolution sont prévues à l'article 1844-7 du Code civil. La première cause de dissolution est l'arrivée du terme. Ça nous renvoie à une autre question qu'on doit se poser, qui est quelle est la durée d'une SCI qu'on doit prévoir lorsqu'on crée notre société. Alors, on sait que la durée maximum est de 99 ans. Pour la pratique que j'en ai régulièrement, les confrères vont ou sur 50 ans ou sur 99 ans. On a peut-être là un vrai travail d'accompagnement et de conseil à apporter à nos clients, qui est de dire, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir sur un terme qui soit plus en adéquation avec l'objectif des associés. Exemple, vous avez 4 médecins qui décident de créer une SCI pour leurs locaux professionnels. Si vous créez une SCI pour une durée de 99 ans, on sera enfermé dans cette société jusqu'au terme. Imaginons qu'il y ait un des médecins qui a 45 ans, un qui a 55 ans et un jeune. Eh bien, ne devrait-on pas prévoir une SCI pour une durée de 10 ans, sachant que dans 10 ans, notre médecin qui en a 55 aura 65 ans, ou dans 15 ans, il aura 70 ans, bref, le jour où il partira à la retraite, eh bien, c'est le terme extinctif de la SCI. L'arrivée du terme va entraîner la dissolution, sauf si, avant l'arrivée de ce terme, eh bien, les associés décident à l'unanimité de proroger la durée. L'avantage, c'est que cela permettra à l'associé le plus âgé de ne pas être enfermé dans cette SCI et à la fin, eh bien, de pouvoir dire « Ok, je suis pour voter la prorogation de la SCI, mais dans ce cas-là, j'exige et je suis en position de force pour discuter des conditions de cession de mes titres. » Donc là, on a une vraie réflexion à mener. Sachant que suite à la réforme de la loi Pacte, on sait que si on a dépassé le terme extinctif, eh bien, on peut encore, dans l'année qui suit, décider de proroger une société alors que le terme est atteint. Et on sait que si cette prorogation intervient dans les 12 mois du terme extinctif initial, tous les actes qui ont été passés postérieurement au terme, eh bien, seront présumés avoir été réalisés par une société qui était encore valablement constituée. Donc, arrivée du terme, vraie réflexion lorsqu'on crée sa société. La deuxième cause de dissolution d'une SCI, c'est la réalisation ou l'extinction de l'objet social. Comme sur l'arrivée du terme, sur cette cause de dissolution, on doit aussi, nous, quand on constitue une SCI, se poser réellement la question de l'objet social. Que mettons dans l'objet social? Et je vise plus particulièrement le fait d'indiquer dans l'objet l'adresse de l'immeuble détenu par la SCI. Alors là, pour la pratique que j'en ai, je suis toujours embêté. Enfin, vous avez 3 façons de faire. La première, classique, est de dire la SCI va détenir tout bien et droits immobiliers qui peuvent être apportés ou acquis. Donc là, on ne désigne pas un immeuble en particulier. Donc là, on sait que la vente d'un immeuble n'entraînera pas extinction de l'objet social, et vu que la SCI a pour objet d'en vendre, à charge éventuellement d'en racheter d'autres derrière. Une deuxième façon de rédiger est de dire objet de la SCI, détenir un immeuble situé à Metz, 11 place Saint-Martin. Point. On sait là que la vente de cet immeuble va entraîner extinction de l'objet social et va donc entraîner dissolution de la SCI.
On sait donc ce faisant que du coup, la vente de l'immeuble ne pourrait être décidée qu'à l'unanimité, vu que c'est une cause de dissolution. Donc là, on restreint les pouvoirs du gérant et on aura besoin de l'unanimité pour vendre cet immeuble, vu que c'est la cause de dissolution. Et entre ces deux extrêmes, on voit parfois des SCI, et là pour le coup je suis bien plus embêté, où l'objet est de dire détenir tout bien immobilier, et notamment un immeuble situé 11 place Saint-Martin. Et notamment un immeuble. Qu'a-t-on voulu dire? Qu'est-ce que les associés fondateurs ont voulu dire en rajoutant ce « et notamment ». Est-ce que la vente de cet objet va entraîner, est-ce que la vente de cet immeuble va entraîner extinction de l'objet ou pas? Je ne pense pas, mais en même temps, on ne comprend pas le « et notamment » en mettant un bien derrière. Donc je pense que pour moi, en pratique, cette troisième formulation, sauf éventuellement qu'après dans la discussion des confrères m'éclairent plus sur l'intérêt de le rajouter, je ne vois pas l'intérêt de cette formulation. Arrivée du terme, réalisation ou extinction de l'objet, ça c'est deux cas de dissolution sur lesquels nous avons, nous, directement une prise lors de la constitution de la SCI. Vous avez d'autres cas de dissolution, une dissolution anticipée décidée par les associés, et dans ce cas-là, ce sera forcément à l'unanimité. Une dissolution anticipée prononcée par décision judiciaire à la demande d'un associé pour juste motif. Dissolution anticipée prononcée par décision judiciaire pour la réunion de toutes les parts en une seule main. Et enfin, en cas de liquidation judiciaire. Je voudrais, sur ces derniers cas, revenir un instant sur la dissolution anticipée par suite de la réunion de toutes les parts en une seule main. C'est l'article 1844-5 du Code civil qui prévoit ce cas de dissolution. Nous savons tous que pour constituer une SCI, il faut au minimum 2 associés. Normalement, il faut 2 associés juste pendant toute la durée de vie de l'associé. Alors, en pratique, très souvent, j'ai des SCI avec un seul associé et je vous dirais qu'en pratique, ça ne me pose pas de problème dans le quotidien. Pourquoi? Parce que cette dissolution anticipée ne peut être prononcée qu'à la demande de tout intéressé. Donc il faut déjà qu'il y ait une demande d'une personne intéressée. Et ensuite, une fois que cette demande de dissolution est faite par un tiers intéressé, nous avons, ou les associés ont 1 an pour régulariser la situation. Alors, on sait tous que nous avons la réputation, les notaires, de travailler assez lentement, mais enfin, on arrivera quand même à faire une cession de part dans les 12 mois qui suivent cette demande. Si tant est qu'on ne l'ait pas faite, le tribunal peut encore nous accorder un délai de 6 mois pour régulariser la situation, un délai de grâce qui est assez facilement accordé, et au-delà de ça, si au moment où le tribunal se prononce sur le fond, la situation a été régularisée, eh bien la dissolution ne peut plus être prononcée. J'avoue que réussir à obtenir une dissolution parce que toutes les parts ont été réunies en une seule main me paraît quand même relativement compliqué. Par contre, pratiquement, il y a un vrai intérêt. Je m'explique. Vous avez une SCI qui est constituée par une société, mettons la société d'exploitation, qui est à l'IS, qui crée une SCI à l'IR. Comme il faut 2 associés, on va prendre la société d'exploitation ou une holding à l'IS qui va prendre 99% des parts, et puis on va prendre le gérant ou une personne physique qui va prendre 1%. Une fois que la société est constituée, et bien moi, derrière, la personne physique, je vais lui faire céder la part à la structure, à l'IS qui détient déjà 99% pour avoir une SCI à l'IR détenue à 100% par une société à l'IS. Ça nous renvoie à la précédente webconférence que j'ai faite, où je vous disais que lorsque j'ai une SCI à l'IR qui est détenue à 99% par une société à l'IS et à 1% par une personne physique, eh bien, on est obligé d'avoir une comptabilité en la forme commerciale, et ensuite, l'expert comptable est obligé de retraiter toute la comptabilité de la SCI pour extraire le résultat en revenu foncier pour le 1% qui est détenu par la personne physique. Je peux vous dire que, ce faisant, vous complexifiez la vie de l'expert comptable qui va être obligé de faire des retraitements
pour passer de l'IS à l'IR, pour dégager un résultat à l'IR de 0,83 centimes, à devoir déclarer en revenu foncier. À part énerver tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Donc, ayons plutôt des sociétés filialisées à 100%. Voilà. Je voulais assez longuement insister sur les causes de dissolution parce que là, il y a des vrais enjeux en termes de conseils et de plus-value que nous pouvons apporter. Une fois que la dissolution est acquise, pour l'une des causes vues, eh bien, elle doit faire l'objet d'une publicité. La première publicité, c'est dans un journal d'annonce légale, dans un délai d'1 mois, et les mentions de l'annonce, je vous renvoie au décret de 78 qui prévoit les mentions. Nous avons ensuite l'obligation de faire une inscription modificative au registre du commerce dans un délai d'1 mois avec la mention du nom et de l'adresse du liquidateur. On devra, sur tous les documents qui émanent de la société, rajouter « société en liquidation ». Vous savez que sur tout document officiel, on doit avoir le nom, la société, le montant du capital, le siège social et la mention d'inscription RCS. Et bien là, vous devrez rajouter « société en liquidation » avec la référence du liquidateur. Quel va être l'effet de la publicité à l'égard des tiers? Eh bien, la dissolution n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de la publication au RCS, peu importe que les tiers en aient eu connaissance par ailleurs. Et toutes les actions contre les associés non liquidateurs vont se prescrire par 5 ans à compter de la publication de la dissolution. Et là, la Cour d'appel de Versailles, en 99, nous a dit c'est à compter de la publication dans le journal d'annonce légale et non pas au RCS. C'est là le point de départ du délai de prescription. Alors, une fois que la société est mise en dissolution, quelles vont être les conséquences juridiques de cette dissolution? Eh bien, sauf l'hypothèse d'une fusion ou d'une scission, ou d'une société ayant un seul associé, auquel cas nous, on va retomber dans l'hypothèse d'une transmission universelle de patrimoine, sauf ces hypothèses, la dissolution va entraîner la mise en liquidation de la société, mise en liquidation amiable. Et la personnalité morale de la société va subsister, mais pour les seuls besoins de la liquidation, et ça jusqu'à la publication de la clôture de liquidation. Qu'entend-on pour les seuls besoins de liquidation? Eh bien, cela signifie que la société va pouvoir continuer à traiter en son nom. La société conserve son patrimoine qui ne peut pas être appréhendé par les associés. Et la société peut être, dans ce laps de temps, fusionnée ou peut être absorbée ou peut elle-même fusionner pour créer une nouvelle personnalité morale. Conséquences juridiques de la dissolution, conséquences fiscales de la dissolution. Au niveau des impôts directs, la dissolution est assimilée à une cessation d'entreprise, nous dit l'article 221.2 du Code général des impôts, ce qui va entraîner une imposition immédiate des bénéfices d'exploitation non encore imposés, des plus-values d'actifs immobilisés, et imposition des bénéfices en sursis d'imposition. Bénéfices en sursis d'imposition, c'est notamment reprise des provisions qui ont été faites et taxation de ces bénéfices. Quelles vont être les conséquences fiscales de la dissolution pour une SCI, pour le coup à l'IS? Eh bien, la répartition entre les associés du produit de la liquidation va se faire en franchise d'impôt dans la mesure où l'actif net réparti n'excède pas le montant des apports réels et assimilés. Donc, tout ce que les associés vont reprendre et qui constituait leurs apports, ils vont le reprendre en franchise d'impôt. Le surplus, qu'on va appeler boni de liquidation, va être imposé au prélèvement forfaitaire unique. Il est à noter que les associés qui ont acquis leur titre à un prix supérieur au montant des apports ne sont imposables que sur la différence entre les sommes réparties et le prix d'achat des titres.
Si les titres de la société dissoute sont eux-mêmes inscrits à l'actif d'une autre entreprise, eh bien, la répartition du boni de liquidation peut faire apparaître et un profit ayant un caractère de revenu distribué, le boni de liquidation dont j'ai parlé plus haut, et une plus-value ou une moins-value d'actifs au niveau de l'entreprise qui a inscrit les titres de la société dissoute. Donc, on peut avoir, lorsqu'on a les titres d'une SCI inscrits à l'actif d'une autre société, une double taxation, taxation sur le boni au niveau de la société fille et taxation au niveau des plus-values ou des moins-values au niveau de la société mère. Et je vous ai mis les références du BOFIP. Quelles vont être les conséquences fiscales de la dissolution pour une SCI, cette fois-ci à l'IR? L'imposition des bénéfices non encore taxés et des plus-values latentes vont être établies au nom de chaque associé pour la part correspondant à ses droits dans la société. Donc, les revenus fonciers non encore taxés vont être taxés et les plus-values latentes sur les immeubles vont également être taxées. L'impôt exigible sera soit l'impôt sur le revenu, si ce sont des personnes physiques qui sont associées de la SCI à l'IR, soit l'impôt sur les sociétés, si ce sont des personnes morales qui sont à l'IS, évidemment, qui sont associées de la SCI à l'IR. Quelles vont être les incidences au niveau des droits d'enregistrement? Là, vous avez une nouveauté qui résulte de l'article 21 de la loi de finances pour 2020. Les dissolutions de sociétés ne sont plus obligatoirement soumises à la formalité d'enregistrement dans le délai d'un mois. Donc, on n'a plus l'obligation de les enregistrer. On peut toujours volontairement présenter nos actes. Si on les présente volontairement, l'enregistrement sera gratuit, sauf si la dissolution emporte transmission de biens. Si on a transmission des biens, eh bien, on a les règles du partage qui vont s'appliquer, comme on va les voir après. On aura donc une taxation à 2,5. Évidemment, si on a dissolution qui entraîne partage anticipé, eh bien là, évidemment, on devra enregistrer notre acte. Nous avons vu les causes de la dissolution, les effets juridiques de la dissolution, les effets fiscaux pour une SCI à l'IR, pour une SCI à l'IS. Eh bien, une fois qu'on a lancé la dissolution, la procédure suivante, et on l'a déjà évoqué au niveau fiscal, c'est la mise en liquidation de la société. Première étape, je dissous. Deuxième étape, je liquide. Troisième étape qu'on va voir, je partage. Et c'est vraiment trois temps différents dans la dissolution d'une SCI. Donc, la dissolution de la SCI va entraîner sa liquidation, sauf en cas d'absorption ou en cas de réunion de toutes les parts en une seule main. Cette hypothèse est importante et on doit bien l'avoir à l'esprit qu'il est parfois préférable qu'au moment de la dissolution, on n'ait plus qu'un seul associé. Parce que si on n'a plus qu'un seul associé, on n'aura pas à liquider et on n'aura pas à partager. J'ai eu le cas où on avait un couple de concubins qui avaient acquis un bien immobilier à travers une SCI. Ils étaient associés 50-50. Et le couple se sépare et monsieur veut racheter la part de madame, mais pour financer le rachat de cette part, il avait eu recours à une banque qui était le Crédit foncier communal d'Alsace-Lorraine, qui dans le cadre du prêt, disait « Ok, on est prêt à vous faire un crédit sur une durée longue, mais on ne prête pas à une SCI, on veut vous prêter à vous, personne physique. » Et là, on était donc obligé de dissoudre la SCI. Deux solutions. Ou je dissolvais la SCI avec mes deux associés, et ensuite monsieur rachetait la part de madame, mais dans ce cas-là, j'avais éventuellement un droit de partage à acquitter, ou, eh bien, dans ce cas-là, j'ai fait céder les parts de madame à monsieur,
et j'ai dissous la SCI avec un seul associé, et auquel cas, je n'avais plus de droit de partage à quitter. Donc, on s'est bien rendu, on voyait bien qu'en fonction du calendrier des opérations, on peut éviter d'avoir le droit de partage. Donc, c'est évident que si derrière, vous avez un associé unique qui va reprendre tout l'actif social et indemniser les autres avec des souilles, est-ce qu'il n'est pas préférable de passer par des cessions de parts avant? La dissolution va entraîner la liquidation. La dissolution va également entraîner la fin des fonctions du gérant. Il sera là remplacé par un liquidateur, qui peut d'ailleurs être l'ancien gérant. Il faudra voir dans les statuts qu'est-ce qui a été prévu. Souvent, la fonction de liquidateur est prévue dans les statuts. Si les statuts n'ont pas prévu qui sera nommé liquidateur en cas de dissolution et de mise en liquidation, eh bien là, le liquidateur doit être nommé à l'unanimité. La nomination du liquidateur est soumise à publicité. Et les pouvoirs du liquidateur, eh bien, ils ne sont pas précisés dans le Code civil. Les associés disposent des pouvoirs les plus étendus pour déterminer, donc les associés disposent de toute liberté pour fixer ces pouvoirs. À défaut, le liquidateur est réputé avoir tous les pouvoirs nécessaires pour les besoins de la liquidation et la réalisation des actifs, étant précisé que l'Assemblée des associés conserve les mêmes attributions qu'avant la mise en liquidation. Le liquidateur devra rendre compte aux associés de l'accomplissement de sa mission, et ce, au moins une fois par an et par écrit. Sachant que quelle est la mission du liquidateur? Eh bien, la mission du liquidateur, elle est de réaliser les actifs et de payer le passif. Donc, le rôle du liquidateur, eh ben, c'est d'apurer le passif. Et éventuellement, s'il en a eu la mission par les associés, de réaliser l'ensemble de l'actif. Durée de la fonction du liquidateur, elle est nommée dans son acte de nomination, mais souvent, la nomination sera prévue pour une durée indéterminée, sa mission cessant alors lorsque les opérations de liquidation sont achevées. La clôture de la liquidation doit intervenir dans les 3 ans de la dissolution. Attention, à défaut, si on n'a pas clôturé les opérations de liquidation dans les 3 ans de la mise en dissolution, le tribunal peut faire procéder à la liquidation et à son achèvement. De même, le Code de commerce prévoit une radiation d'office de toute personne morale, y compris les sociétés civiles, 3 ans après la mention de la dissolution RCS. Donc, on peut se retrouver avec une liquidation et une radiation d'office alors que les opérations ne sont pas achevées. Autre précision, le liquidateur sera responsable envers la société et envers des tiers de toutes les fautes qu'il aura commises dans l'exercice de ses fonctions. La clôture de la liquidation, eh bien, la décision de clôture sera prise par les associés après approbation des comptes définitifs de la liquidation. Un avis de clôture sera publié dans le journal d'annonce légale qui a reçu la publication de la nomination du liquidateur. J'attire votre attention sur le fait que l'Assemblée générale de clôture doit être différente de l'Assemblée générale de liquidation. On peut faire les 2 assemblées générales le même jour, mais on ne peut pas faire les 2 opérations dans le même PV. De même, on doit avoir 2 publications différentes. On ne peut pas, dans la même annonce, publier et la dissolution et la clôture de la liquidation. Donc, il faut un PV qui met en dissolution, qui nomme le liquidateur, et on publie ça, et on a un deuxième PV qui clôture les opérations de liquidation et donc qui décide ensuite ou du partage ou non des actifs. D'accord? Le liquidateur va demander la radiation de la société au RCS dans le mois de la publication de la clôture.
attention, la société ne pourra pas être radiée si la décision de l'Assemblée, si la décision de l'Assemblée qui a approuvé la liquidation n'a pas donné quitus au liquidateur ou n'a pas déchargé le liquidateur de son mandat. Donc, il faut formellement qu'on soit clair dans notre Assemblée générale de clôture et on donne quitus au liquidateur ou on le décharge de son mandat. On va dire la solution étant peut-être de prévoir les deux. Et lorsque, du coup, la clôture de la liquidation est faite, la personne morale a disparu et disparaît à cet instant, les associés deviennent alors copropriétaires individus des actifs restants jusqu'au partage. J'ai dissous et j'ai mis en liquidation, j'ai clôturé ma liquidation, troisième étape, je dois à ce moment-là procéder au partage de mes actifs. Donc, après le paiement des dettes, dettes aux tiers, dettes aux associés à travers les comptes courants d'associés, après le remboursement du capital social, qui est une dette, je vous le rappelle, remboursement qui a eu lieu dans le cadre des opérations de liquidation, je me retrouve avec un actif, qui est donc le boni de liquidation, sur lequel nous avons été taxés. Je vous renvoie à ce que j'ai dit avant. Nous allons nous retrouver avec un actif qu'on doit à ce moment-là partager. Le partage des actifs est théoriquement effectué entre les associés à proportion de leur participation dans le bénéfice, sauf clause ou convention contraire dans les statuts. Ça nous renvoie, on va dire, à deux notions. Premièrement, la notion du titre de préférence ou de la golden share. On peut très bien, dans nos statuts de SCI, avoir prévu des parts qui donneraient droit, dans le boni de liquidation, à un boni majoré. Moi, il m'est arrivé de faire des sociétés où je crée notamment des SCI, des parts sociales A et des parts sociales B. Les parts sociales A donnant droit à un dividende majoré, mais à un droit dans les bonis minorés. Les parts B donnant droit à un dividende minoré, mais à un droit dans le boni majoré. On voit tout de suite l'intérêt, où du coup, on peut avoir une distinction entre la participation au capital et le droit au dividende, qui peuvent être plus faibles ou plus forts. Et on va dire la contrepartie, c'est un droit inversé dans le boni. La seule limite, c'est comme toujours les clauses léonines. Tant pour les dividendes que pour le boni, on ne peut pas priver un associé de droit au dividende, tout comme on ne peut pas priver un associé de droit dans le boni. La clôture de la liquidation va donc permettre de déterminer la part de chaque associé dans l'actif ou dans le passif, qui peut aussi encore exister, qui ressort du compte définitif de liquidation. Sachant qu'a priori, si notre clôture de liquidation fait apparaître un passif, normalement, le liquidateur, sauf volonté des associés d'absorber ce passif, serait de faire mettre la société en liquidation avant la clôture. Sachant que si on ne l'a pas fait, eh bien, il y a une obligation des associés à contribuer aux pertes et donc à supporter du coût mali de liquidation. Alors, on peut, avant le partage, avoir fait ce qu'on appelle un acte anticipé. Les partages ont pu intervenir avant la clôture des opérations de liquidation. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle des actes anticipés de partage qui ne peuvent pas porter préjudice aux créanciers. Donc, on ne peut pas, avant la fin des procédures de liquidation, faire des partages pour essayer de soustraire au droit de gage des créanciers de la société certains actifs. On peut également avoir ce qu'on appelle une attribution. Et cette faculté
de reprise s'exerce avant même l'attribution préférentielle. Donc, il y a un droit encore surprioritaire, si je peux m'exprimer ainsi. Représentation de la société après le partage. Si on a un actif qui a été omis dans le partage, les associés doivent à ce moment demander la nomination d'un administrateur ad hoc pour représenter la société dans le cadre d'un partage complémentaire qui doit être fait. Et je vous ai mis la référence de la décision de la Cour de cassation en ce sens. En pratique, souvent, le partage a lieu simultanément à la liquidation. On peut même dire que souvent en pratique, dissolution, liquidation et partage ont lieu simultanément dans les petites SCI. D'accord? Dans ce cas-là, procès-verbal d'Assemblée générale qui décide de la dissolution, procès-verbal d'Assemblée générale qui décide de la liquidation et du partage, chaque associé prenant une quote-part de l'actif et une quote-part du passif. Dans ce cas-là, donc, c'est tout à fait possible, mais ça va s'adresser que dans les petites sociétés. Et si on a des biens immobiliers, eh bien, le procès-verbal portant liquidation et partage devrait être établi en la forme notariée, vu qu'on aurait, dans ce cas-là, des biens immobiliers. Concernant le partage des actifs, les règles concernant les partages de succession vont s'appliquer totalement, y compris les règles relatives à l'attribution préférentielle. Donc, partage entre associés va être assimilé dans les règles à un partage de succession. Exemple, si j'ai un conjoint survivant ou un héritier associé, il pourrait éventuellement demander l'attribution préférentielle d'un actif immobilier si c'est sa résidence principale. Le partage a un effet déclaratif. Chaque associé n'est censé jamais avoir eu aucun droit sur les biens attribués aux autres associés. Article 883 du Code civil, les biens sont passés de la SCI à l'associé attributaire. Nécessité d'un consentement unanime, le partage amiable va requérir le consentement unanime de tous les associés, en dépit de dispositions statutaires qui seraient contraires. Prescription quinquennale pour réclamer les fruits et les revenus s'applique au partage d'actifs de société. Intervention des créanciers. Si vous avez des créanciers qui n'ont pas été totalement désintéressés dans le cadre des opérations de liquidation, ils devront être appelés aux opérations de partage. Il peut y avoir un maintien dans l'indivision. Tout ou partie des associés peuvent décider de rester en indivision. À la clôture de la liquidation, leurs rapports seront régis par les règles d'indivision. Attention, donc notamment majorité des 2/3 pour les actes d'administration. Attention, ils devront éviter que leur indivision soit requalifiée en société de fait, c'est-à-dire ils ne devront pas continuer à laisser leurs relations être régies par l'ancien pacte social. Parce que là, il peut y avoir une requalification en société de fait. Quelles sont cette fois-ci les conséquences fiscales non plus de la dissolution, mais du partage? Même distinguo IR-IS. Sur une société IS, les conséquences fiscales sont les suivantes. Les actes de partage vont être soumis au droit de partage de 2,5% sur la totalité de l'actif net partagé et vont être soumis au droit de mutation à titre onéreux sur les soultes et les plus-values. Sachant que dans la réforme du droit de partage à venir en 2021, je crois que dans notre cas, je parle de mémoire, mais le taux sera maintenu à 2,5. Quels sont les actifs nets partagés? Eh bien, c'est la totalité de l'actif social sera considérée comme des acquis sociaux. Ça, c'est la différence. Après, on verra après que la société a l'IR. C'est là la vraie différence. Tous les acquis sociaux forment l'actif social. Donc, tous les acquis sociaux sont soumis au droit de partage de 2,5, excepté les acquis sociaux qui ont été les apports qui ont été faits et qui ont bénéficié d'une exonération de droits ou, il manque un O, ou du taux réduit de 1%. Sur ces biens, la théorie conditionnelle des apports va entraîner un régime fiscal différent selon que ce soit l'apporteur ou un tiers qui se va attribuer les biens. Donc les biens qui sont visés là, c'est souvent lorsque j'apporte une entreprise individuelle.
C'est la seule hypothèse. Pour bénéficier du taux réduit lorsque je fais un apport à une société à l'IS, ça doit être l'apport d'une entreprise individuelle, y compris donc l'ensemble des éléments immobilisés et autres. Hein. Ça, je vous renvoie à l'article 810 et 810 bis. Hein. Lorsque j'ai apporté une entreprise individuelle à une structure IS, donc ça s'adresse relativement peu à des sociétés civiles, eh bien, la théorie conditionnelle des apports dit que les apports ont été faits sous condition qu'ils reviennent à l'apporteur. Donc, si l'apporteur récupère les biens apportés, eh bien, il n'y aura aucun droit de mutation à acquitter. Si l'attribution a lieu à un profit d'un autre associé que l'apporteur initial, on aura des droits de mutation à titre onéreux, on aura des droits de vente qui s'appliqueront sur les biens qui ont fait l'objet d'un apport. Donc, quand je fais mon partage dans une société à l'IS, soit c'est un partage pur et simple, donc je n'aurai à acquitter que le droit de partage de 2,5, sachant que la Cour de cassation nous a dit que le partage ne peut théoriquement avoir lieu qu'après la clôture des opérations de liquidation, et donc l'actif net sur lequel est assis le droit de partage de 2,5 doit s'entendre de l'actif net subsistant après le paiement des dettes et le remboursement des comptes courants d'associés et du capital. C'est logique, mais ça n'était pas la position de l'administration. Lorsqu'il y a des partages avec soult, eh bien, on paiera un droit de 2,5 sur l'actif net partagé, déduction faite des soults et des plus-values, et on paiera un droit de mutation à titre onéreux sur les soults et les plus-values. Alors, les soults, c'est les sommes, évidemment, que je dois acquitter à des tiers. Donc là, il n'y a pas de souci, vous savez, enfin, à d'autres associés, à d'autres copartageants. Cette notion, elle est bien connue. La notion de plus-value, eh bien, la plus-value, c'est quand l'attributaire reçoit un montant supérieur à ses droits. Imaginons donc qu'il avait droit à 20%, donc il reçoit des biens pour 30%, et bien il a une soult de 10%, et là-dessus on va payer le droit de mutation à titre onéreux. Les droits de mutation à titre onéreux seront acquittés au taux de l'impôt portant sur les biens attribués. Sur des immeubles, ce sera le droit de vente des biens immobiliers, sur des fonds de commerce, droit de vente des fonds de commerce, et si c'est de l'argent, et bien évidemment, là, il n'y a pas de droit de mutation à titre onéreux. Si les biens sont de nature, de diverses natures, il y a excusez-moi pour la faute, la répartition de la soult se fait au prorata de la valeur. On ne peut pas décider d'impacter sa soult sur le bien le moins taxé. On est obligé de faire une répartition au prorata de la valeur de chaque bien. Conséquences fiscales dans les sociétés allières. Les actes de partage dans les sociétés allières seront soumises au droit de partage de 2,5% sur la totalité de l'actif net partagé et au droit de mutation à titre onéreux sur les soults. On a une espèce de parallélisme des formes avec l'IS. Attention, la reprise par l'apporteur d'un corps certain, c'est-à-dire d'un bien identifiable, ayant fait l'objet d'un apport pur et simple, eh bien, sur ces biens, on applique la théorie conditionnelle des apports. Pas de droit de mutation ni de droit de partage, sauf 0,715 TPF si on reprend des biens immobiliers. Si ces biens sont attribués à un autre associé que l'apporteur, cette attribution réalise la condition suspensive et dans ce cas-là, droit de mutation au tarif et selon le régime fiscal au jour du partage, avec déduction possible au prorata des soults mis à la charge de l'attributaire. Voilà, il est presque 15, j'ai à peu près tenu mon timing. Avant éventuellement qu'on ait un temps d'échange, donc je voulais juste, je pense que la question risque d'être posée, que fait-on lorsqu'on a vendu un immeuble, qu'on n'a plus que du cash et qu'il souhaite récupérer ce cash? Doit-on dissoudre immédiatement la SCI? Alors, on va être très souvent dans le cas d'une SCI à l'IR. Donc, on a bien compris que dans une SCI à l'IS, on a une fiscalité au moment de la dissolution, une fiscalité au moment du partage. Dans une SCI à l'IR, en vertu de la translucidité fiscale, on n'a qu'une fiscalité au moment du partage. La dissolution étant fiscalement neutre, vu qu'on est à l'IR. Eh bien, en pratique, moi, je trouve que c'est quand même un peu ballot d'aller payer 2,5 sur un prix de vente.
Donc, j'aurais tendance à proposer, c'est ce que j'ai tendance à proposer à mes clients, qui lui disent, on vend, on fait on vend, allez, on est aujourd'hui le 6 février 2020, je vends un immeuble. Derrière, eh bien, les associés vont récupérer l'argent. Comme ils ont récupéré l'argent qu'ils n'avaient pas le droit de prendre, on vient de créer un compte courant débiteur dans la SCI à l'IR, c'est pas très grave. Je laisse arriver la fin de l'exercice social, donc qui est le 31 décembre 2020. En 2021, je fais une assemblée générale, je distribue mon résultat exceptionnel et du coup, j'annule mes comptes courants débiteurs. Et ensuite, j'aurai tendance de dire, l'année suivante, en 2022, je dissous ma SCI qui n'aura théoriquement plus que le capital social au passif et qui théoriquement devrait avoir à l'actif sur un compte bancaire l'équivalent de la somme nécessaire à rembourser le compte courant, afin de rembourser le capital social. S'ils ont pris tout l'argent, j'ai à l'actif un compte courant, donc une somme, donc un compte courant, on va dire débiteur ou créditeur, peu importe, enfin une somme due par les associés qui contrebalance le montant du capital social que j'ai au passif. Voilà, c'était la petite précision que je voulais encore donner.